On dit souvent que l'amour nous pousse à commettre les plus grandes folies, mais parfois, c'est exactement le contraire qui se produit car il arrive que l'amour nous oblige à prendre la décision la plus rationnelle possible, même quand tout votre entourage pense que vous avez perdu la tête. Je m'appelle Bastien et, il y a quelques années de cela, j'étais persuadé d'avoir enfin trouvé la femme de ma vie en la personne de Léa qui correspondait en tout point à ce que je recherchais chez une partenaire. Elle était intelligente, drôle, absolument magnifique, et le courant est passé instantanément entre nous deux. Je ne saurais plus dire exactement quand tout cela a commencé, mais je me souviens que nous sortions ensemble depuis déjà un certain temps lorsqu'elle a commencé à mentionner ce type qu'elle avait rencontré à sa salle de sport. Au début, cela me semblait tout à fait anodin et sans importance. Il s'appelait Damien et, d'après ce que Léa m'en disait, il venait d'emménager en ville et lui avait rendu un petit service dont je ne me rappelle même plus les détails aujourd'hui. Je n'y ai pas prêté attention plus que cela au départ, pensant que ce Damien n'était qu'une simple connaissance de sport parmi tant d'autres. Cependant, au fil des semaines, le nom de Damien revenait de plus en plus souvent dans nos conversations, de façon presque systématique. Ça a commencé par des petites choses sans conséquence comme Léa mentionnant que Damien avait recommandé un nouveau bistrot sympa que nous devrions tester, ou que Damien lui avait parlé d'un sentier de randonnée magnifique en forêt de Fontainebleau avec des points de vue incroyables. Un autre jour, Damien lui avait montré un nouvel exercice pour muscler ses épaules, où Damien avait fait une remarque spirituelle sur le nouveau règlement de la salle concernant l'entretien des machines de musculation. J'ai commencé à compter, pas forcément de manière intentionnelle au début, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que son nom revenait 2 ou 3 fois par semaine, ce qui faisait beaucoup pour quelqu'un qui n'était censé être qu'un simple camarade de sport. Il occupait une place mentale de plus en plus envahissante dans la vie de ma petite amie. Le point de rupture a eu lieu lors d'un dîner dans un petit restaurant italien du quartier que nous adorions tous les deux. Nous étions installés depuis à peine 20 minutes que Léa avait déjà mentionné Damien à 4 reprises au milieu de la discussion. J'ai alors posé ma fourchette et j'ai décidé d'aborder le sujet frontalement en expliquant à Léa que je me sentais de plus en plus mal à l'aise avec la fréquence à laquelle ce Damien revenait dans nos échanges. Je lui ai dit calmement que j'avais l'impression que cet homme devenait une présence bien trop importante dans sa vie et que je n'étais pas certain de pouvoir l'accepter indéfiniment. Sa réaction a été immédiate et surtout très méprisante puisqu'elle s'est mise à rire en me faisant comprendre qu'elle me trouvait totalement ridicule. Elle m'a dit que j'étais puéril, que Damien n'était qu'un ami et que je me faisais des films pour rien du tout. Tout en parlant, elle a repris son téléphone pour recommencer à scroller sur les réseaux sociaux, comme si notre conversation ne méritait même pas toute son attention. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de jalousie pure, mais plutôt d'une question de respect et de limite au sein de notre couple. Je lui ai dit que lorsqu'un partenaire exprime un inconfort, la réponse ne devrait pas être de s'en moquer ouvertement. Elle a levé les yeux de son écran pendant à peine 30 secondes pour m'adresser un sourire condescendant, affirmant que j'étais simplement en manque de confiance en moi. Puis, elle a changé de sujet pour me parler d'un souci au travail et je l'ai laissé faire, ce qui fut ma première grande erreur. Au cours des mois suivants, l'ombre de Damien n'a fait que grandir dans le quotidien de Léa. Il habitait plus près de chez elle que moi, car je vivais à environ 45 minutes de trajet à cause des bouchons en banlieue parisienne. Je me disais qu'elle ne le voyait peut-être pas autant qu'elle le disait, mais il s'envoyait régulièrement des messages. Après plusieurs années de relation, j'ai tout de même décidé de franchir le pas en demandant sa main, espérant secrètement que cet engagement l'inciterait à mettre enfin la distance nécessaire avec ses amis masculins comme Damien. J'ai acheté une bague et, avec la complicité de ses meilleurs amis, nous avons organisé une fête surprise où elle a accepté ma proposition avec joie. Quelques jours plus tard, alors que nous passions une soirée tranquille dans mon appartement, je lui ai dit qu'à l'approche de notre mariage, j'espérais qu'elle allait enfin fixer des limites claires avec les autres hommes. Elle a ri en prétendant qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais quand j'ai cité précisément le nom de Damien, elle m'a expliqué qu'il traversait une rupture difficile et qu'il avait besoin d'une oreille attentive, justifiant ainsi le temps qu'elle lui accordait. Je lui ai suggéré que Damien ferait mieux de voir un psychologue, mais elle s'est moquée de moi en me demandant d'arrêter d'être jaloux pour un rien. Je n'ai pas insisté davantage sur le moment, mais le plus frustrant était de voir comment Léa continuait de traiter mes inquiétudes comme si elles étaient totalement déraisonnables. Alors que nous avancions dans les préparatifs du mariage, je voyais clairement ce qui se tramait, mais je me sentais impuissant pour l'arrêter. Léa développait ce qui était essentiellement une relation émotionnelle avec un autre homme, et chaque fois que je tentais d'en parler, on me faisait passer pour le coupable à cause de mon insécurité supposée. Puis, un samedi d'octobre, alors que nous venions de fixer la date de la cérémonie et que nous faisions la liste des prestataires pour le traiteur et le DJ, nous passions l'un de ces week-ends paresseux parfaits.
Nous avions commandé des sushis dans notre restaurant habituel de la rue de la République et nous étions affalés sur son canapé devant un film d'action que j'avais déjà vu 2 fois. Il était environ 14h15 quand elle s'est levée pour aller dans la salle de bain. J'étais en train de reprendre un maquis quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai mis le film en pause et je suis allé ouvrir, pensant que c'était sûrement sa voisine, Madame Morel, qui venait encore emprunter quelque chose. L'appartement de Léa se situait au 3e étage d'un bel immeuble ancien et les voisins s'entraidaient souvent. En ouvrant la porte, je suis tombé nez à nez avec Damien. Je l'ai reconnu immédiatement malgré le fait que nous ne nous soyons jamais rencontrés officiellement. Il tenait une petite plante verte en pot, une sorte de monstera aux larges feuilles. Le choc sur son visage a été instantané et flagrant. Ses yeux se sont agrandis et j'ai pu voir dans son regard qu'il comprenait enfin qui j'étais. Il y a eu ce silence pesant où il faisait le lien entre tous les éléments, mais il s'est repris assez vite, je dois le lui accorder. Il s'est redressé et m'a adressé un sourire amical mais nerveux, tout en bafouillant une explication précipitée. Il a prétendu qu'il venait simplement prendre des nouvelles de Léa car il avait entendu dire qu'elle n'était pas très en forme et qu'il lui apportait cette plante pour égayer son intérieur. Il a ajouté qu'il ne resterait pas longtemps et qu'il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que Léa ne m'avait jamais dit qu'elle était malade. Bien au contraire, nous avions passé toute la soirée du vendredi ensemble et elle semblait péter la forme. Si elle ne se sentait pas bien, j'étais visiblement le dernier au courant. Je l'ai remercié pour son attention en lui précisant qu'elle allait beaucoup mieux aujourd'hui. Je voyais bien qu'il cherchait comment gérer la situation, jetant des coups d'œil furtifs à l'intérieur de l'appartement derrière moi, se demandant sans doute s'il devait forcer l'entrée ou simplement s'en aller. Il a choisi de partir, ce qui était la décision la plus sage à prendre. Je l'ai regardé s'éloigner vers l'ascenseur et c'est là que la réalité m'a frappé de plein fouet. Damien savait exactement où habitait Léa, il connaissait son étage et son numéro de porte, et il avait grimpé les marches avec une assurance qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était déjà venu souvent. Ce n'était pas une visite impromptue d'un simple collègue de salle de sport. Quand je suis retourné au salon, Léa sortait de la salle de bain en se recoiffant et m'a demandé qui était à la porte. Quand je lui ai répondu que c'était Damien, sa réaction m'a apporté toutes les preuves dont j'avais besoin. Elle n'a pas eu l'air surprise une seule seconde, elle n'a pas demandé ce qu'il faisait là ni comment il avait trouvé son adresse. Elle a simplement hoché la tête en demandant ce qu'il voulait. C'est à ce moment-là que je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis que j'avais ouvert cette porte, à savoir depuis quand Damien venait lui rendre visite à domicile. Elle m'a servi le même rire méprisant que j'entendais depuis des mois, comme si je faisais toute une montagne d'un petit détail insignifiant. Mais cette fois, j'en avais fini avec ce rire et avec cette façon constante de minimiser mes sentiments comme si j'étais un homme paranoïaque qui ne comprenait rien à l'amitié moderne. On avait dépassé le stade de l'amitié cordiale le jour où Damien s'était mis à venir chez elle à l'improviste. J'ai regardé Léa, puis j'ai regardé la plante verte que Damien avait laissée sur le comptoir de la cuisine, et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais tenté d'exprimer mon malaise sans être jamais pris au sérieux. J'ai alors pris une décision radicale qui allait tout changer. Je lui ai dit qu'elle devait appeler Damien immédiatement devant moi pour lui signifier qu'il ne devait plus jamais remettre les pieds chez elle. Plus que cela, elle devait mettre un terme définitif à toute relation avec lui en dehors des salutations d'usage à la salle de sport. Ce n'était plus une requête, c'était un ordre. Elle m'a souri comme si je jouais une scène de mélodrame, répétant qu'il n'était qu'un ami sur ce ton agaçant qu'elle utilisait toujours. Mais je n'ai pas reculé. J'ai regardé l'horloge numérique sur son micro-ondes qui affichait 14h47 et je lui ai dit qu'elle avait exactement 5 minutes pour passer cet appel, faute de quoi elle ne me reverrait plus jamais de sa vie. J'étais d'un sérieux absolu et quelque chose dans ma voix a dû lui faire comprendre que je ne plaisantais pas car son sourire s'est figé un instant. Cependant, elle a fini par secouer la tête et s'est rassise sur le canapé, persuadée que je bluffais et que j'allais finir par me calmer. Elle pensait vraiment que je n'oserais pas partir après tous ces mois passés à supporter ses caprices et à essayer de faire de la place pour ses amitiés douteuses. Elle pensait que c'était juste une dispute de plus dont elle pourrait se sortir avec une pirouette. J'ai regardé les chiffres défiler sur l'horloge, passant de 14h47 à 14h48, puis 14h49. Léa restait sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone comme si de rien n'était. À 14h50, j'ai commencé à enfiler ma veste. À 14h51, elle a levé les yeux avec un air confus, me demandant si je comptais vraiment partir. À 14h52 précise, soit exactement 5 minutes après mon ultimatum,
j'ai récupéré mes clés sur le comptoir et je me suis dirigé vers la sortie. C'est à ce moment-là que Léa a compris que ce n'était pas un jeu. Elle a bondi du canapé pour me suivre jusqu'à la porte, puis dans le couloir de l'immeuble. Sa voix se faisait de plus en plus forte et désespérée, me demandant si j'allais vraiment tout gâcher pour une histoire aussi bête et si j'étais réellement si fragile émotionnellement. Je ne lui ai pas répondu. J'ai continué à descendre les 3 étages pendant que ses cris résonnaient dans la cage d'escalier derrière moi. Quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, elle avait arrêté de me suivre, mais j'entendais encore sa voix qui me parvenait d'en haut. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi pour digérer ce qui venait de se passer. J'avais posé une limite claire, un choix simple, et elle avait choisi de l'ignorer royalement. Elle avait préféré traiter mes besoins comme des exigences déraisonnables, même face à la fin imminente de notre histoire. Le soir même vers 19h30, j'ai reçu son premier message me demandant si nous pouvions discuter de ce qui s'était passé, mais après avoir longuement hésité, j'ai décidé de ne pas répondre. J'avais déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Le silence s'est installé pendant plusieurs jours, sans aucun appel ni message après cette première tentative. J'ai continué à vivre ma vie et, à la fin de la première semaine, j'ai réalisé une chose capitale, à savoir que Léa ne se battait pas pour nous. Elle n'appelait pas pour s'excuser ou pour comprendre mon point de vue. Aucun de nous deux n'avait contacté l'autre pendant plus de 8 jours. C'est alors que j'ai pris la décision de rendre notre rupture officielle. Le lundi suivant, j'ai commencé à annuler tous nos engagements communs, j'ai mis à jour mon statut de relation sur les réseaux sociaux et j'ai prévenu ma famille que Léa et moi, c'était terminé. La réaction de ma sœur Chloé a été immédiate, elle m'a soutenu sans être vraiment surprise car elle m'avait entendu me plaindre de cette situation avec Damien plus d'une fois. Elle m'a dit qu'elle était fière que je me sois enfin respecté et que je n'ai pas accepté de rester dans une relation où mes sentiments étaient bafoués. Le soir même, j'ai reçu un SMS de Léa me demandant sur un ton incrédule si j'avais vraiment rompu nos fiançailles juste pour une histoire d'amitié avec Damien. Elle semblait incapable de croire que j'étais allé jusqu'au bout de mes paroles. Je n'ai pas répondu car ma position était limpide et qu'il n'y avait plus rien à négocier. Au cours des jours suivants, les messages sont devenus plus fréquents et plus agressifs au début, Léa qualifiant toute cette situation de ridicule et affirmant que nous pourrions tout arranger si seulement je me montrais raisonnable. Elle m'accusait de jeter aux orties des années de bonheur pour un caprice. Puis, le ton a changé pour devenir une sorte de marchandage où elle se disait prête à moins voir Damien si cela pouvait me faire plaisir. Elle suggérait qu'ils redeviennent de simples connaissances de sport plutôt que des amis proches. Elle me suppliait de la retrouver pour prendre un café et trouver un compromis. Je suis resté de marbre. Le temps du compromis était révolu depuis des mois, à l'époque où j'avais exprimé mon malaise pour la première fois. Le temps du changement aurait dû être ce fameux samedi après-midi quand je lui avais laissé 5 minutes pour choisir. À la 3e semaine, les messages de Léa sont devenus franchement désespérés. Elle a fini par admettre qu'elle avait eu tort de balayer mes inquiétudes d'un revers de main. Elle promettait de couper totalement les ponts avec Damien si c'était ce que je voulais et elle me suppliait de reconsidérer ma décision, disant qu'elle réalisait enfin à quel point je comptais pour elle. Mais il était trop tard. Le problème n'avait jamais été Damien en soi, c'était une question de respect mutuel, de considération pour mes sentiments et d'être avec quelqu'un qui se soucie assez de mon bien-être pour faire des ajustements quand j'exprime une souffrance légitime. Léa m'avait prouvé à maintes reprises que mes émotions passaient après son amitié avec un autre homme. Elle m'avait montré que mes limites étaient négociables et que mon inconfort était un sujet de plaisanterie plutôt qu'une priorité. Son dernier message est arrivé presque un mois après notre rupture. Elle disait comprendre enfin pourquoi j'avais été si blessé et s'excusait de ne pas m'avoir pris au sérieux. Elle disait avoir beaucoup appris sur elle-même et sur les relations de couple, espérant que nous pourrions un jour repartir de zéro. J'ai lu ce message, j'y ai réfléchi 30 secondes, puis je l'ai supprimé sans répondre. Avec le recul, je réalise que l'après-midi où Damien s'est pointé chez elle a été un véritable cadeau du destin. Cela a provoqué une situation qui a révélé mesquinerie de ses priorités et m'a apporté la clarté nécessaire pour prendre la décision que j'aurais dû prendre bien plus tôt. J'ai appris que les limites ne sont pas de simples suggestions. J'ai appris que lorsque quelqu'un balaie systématiquement vos inquiétudes, il vous envoie un message fort sur la valeur qu'il vous accorde. J'ai compris que parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner à soi-même est de s'éloigner de quelqu'un qui ne reconnaît pas votre juste valeur. Plus important encore, j'ai prouvé que j'étais capable de tenir mes engagements, même dans la difficulté. Quand j'ai dit à Léa qu'elle avait 5 minutes, je le pensais vraiment. Quand j'ai dit qu'elle ne me reverrait plus, je ne plaisantais pas.
Certains diront peut-être que j'ai été trop radical ou trop autoritaire, d'autres que j'aurais dû être plus compréhensif envers son amitié, mais je sais ce que j'ai vécu et je sais ce que je suis prêt à accepter dans une vie à deux. J'ai prouvé à Léa que mes mots avaient du poids, que mes limites étaient réelles et que je m'aimais assez pour quitter une situation toxique. 6 mois plus tard, je me suis de nouveau ouvert aux autres, même s'il m'arrive encore de me demander ce qui se serait passé si Léa avait simplement passé ce coup de téléphone ce samedi-là. Si elle avait choisi de respecter mes sentiments plutôt que son ego ou son amitié pour Damien. Si elle avait compris que l'amour demande parfois des sacrifices pour la personne que l'on chérit. Mais je me rappelle aussitôt ce que je ressentais quand elle se moquait de moi, quand elle faisait passer les besoins d'un autre homme avant les miens, et cette sensation d'être rabaissé en permanence. Ces doutes s'évaporent alors très vite. La vérité est que Léa m'a montré son vrai visage avant qu'il ne soit trop tard, avant le mariage, avant l'achat d'une maison ou l'arrivée des enfants. Je suis reconnaissant envers Damien d'être venu toquer à cette porte car il a forcé une discussion qui devait avoir lieu. Et par-dessus tout, je suis fier d'avoir trouvé la force de partir. Ce fut la décision la plus dure de ma vie, mais c'était la seule qui était juste. Aimer quelqu'un signifie parfois se battre pour lui, mais cela signifie aussi savoir quand l'autre ne se bat plus pour vous et avoir assez de dignité pour arrêter de se battre seul. Ce samedi après-midi, j'ai demandé à Léa de choisir et elle a ri, comme elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Mais cette nuit-là, je lui ai prouvé qu'elle avait tort. J'ai prouvé que ma vie valait plus qu'un simple compromis médiocre. Il n'a fallu que 5 minutes pour changer le cours de mon existence et passer du statut d'homme bafoué à celui d'homme respecté. 5 minutes pour prouver que la chose la plus puissante que l'on puisse faire est d'être enfin en accord avec ses propres paroles.